Salut, moi c'est Chouette Livre et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Depuis le mercredi 28 janvier 2026, la version graphique de la passe miroir de Christelle Dabos est enfin disponible en librairie. Oui, enfin, parce que ça fait un petit moment que je vois passer les illustrations de Vanida, l'illustratrice, sur les réseaux sociaux. Et l'occasion est donc bien choisie pour revenir sur chacun des tomes de cette saga qu'on ne présente presque plus. Je vais quand même vous la présenter, hein. Et en même temps, je vous partagerai mon avis sur le graphique. Je vais essayer de ne pas spoiler au maximum, mais bon, quand je vais parler des derniers tomes, il va forcément y avoir des détails qui ne sont pas pour les oreilles de ceux qui n'ont pas encore lu la saga. Christelle Dabos est la lauréate de 2013 du concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama, avec le premier tome de la passe miroir. Depuis, elle a pu sortir chez Gallimard Jeunesse les 3 autres tomes qui composent sa saga de fantasy, mais aussi d'autres récits tels que Et l'imagination prend feu, Ici et seulement ici, ou Nous. Perso, je n'ai lu que le dernier, mais j'ai très envie de découvrir Ici et seulement ici, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et en préparant cet épisode, j'ai découvert l'existence de Et l'imagination prend feu, où elle raconte comment ces histoires prennent vie. J'ai pu lire quelques extraits et ça m'intéresserait pas mal de le lire dans son intégralité prochainement. Mais revenons à la passe miroir, dont le premier tome est sorti en 2013. Intitulé Les fiancés de l'hiver, le premier tome de la passe miroir nous fait découvrir un univers loin du nôtre, où, depuis la déchirure, le monde est divisé en plusieurs arches. On y suit Ophélie, une jeune femme dotée comme tous de pouvoirs. Les siens, elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, rien que ça. Après avoir refusé plusieurs demandes en mariage, elle se voit contrainte de devoir accepter celle d'un homme d'une autre arche, car c'est son esprit de famille lui-même qui l'exige. Ophélie fait alors la rencontre de Thorn, un homme du Nord, bourru et bien peu loquace. Arrivée sur l'arche de cet homme, le pôle, et plus particulièrement à la Citaciel, Ophélie découvre la cour hostile du seigneur Farouk, l'esprit de l'arche. Ce premier tome m'avait vraiment conquise. L'univers, le fait qu'Ophélie doive dissimuler son identité là-bas, la découverte des différents personnages tous plus intéressants les uns que les autres, tout ça a fait que j'ai adoré en fait ce premier tome. Et je l'ai lu quand j'étais en 2e année de master, donc ça remonte à il y a à peu près 2 ans et demi. Et vraiment c'était une très bonne découverte. L'univers est très riche, le mystère qu'il y a autour de la déchirure et les interdits qu'il y a par rapport aux objets qui s'y rapportent sont vraiment intrigants, et quand on termine ce premier tome, on a tout simplement envie de découvrir la suite. Et j'avais une chance immense de lire cette saga 1000 ans après tout le monde, parce que je n'avais pas à attendre entre 2 tomes. J'ai donc de suite enchaîné avec Les Disparus du clair de lune, clairement mon coup de cœur parmi les 4 tomes, et je ne pense pas être la seule. On suit toujours Ophélie, bien entendu, et là je laisse quelques secondes à ceux qui n'ont pas encore lu le premier tome en entier pour arrêter d'écouter cet épisode et d'aller lire cette saga avant de revenir. Donc je disais, on y suit toujours Ophélie, mais cette fois, elle n'est plus déguisée en serviteur, son identité est maintenant connue de toutes et tous, et tandis qu'Ophélie doit tenter de se faire une place à la cour qui, je le rappelle, est loin d'être accueillante, de premières disparitions commencent à inquiéter les habitants de la Citaciel. Ophélie décide alors, enfin c'est plus ou moins sa décision, de mener l'enquête sur ces mystérieuses disparitions. Alors j'en dis pas plus pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu le tome 2, mais préparez-vous à adorer ce tome. Ce qui m'a beaucoup plu dans celui-ci, c'est l'addition de tout ce qui le compose en fait. Ophélie est dévoilée au grand jour et elle s'affirme vraiment dans ce tome, là où elle obéissait plus qu'autre chose dans le tome précédent. Il y a aussi le fait que ce tome tourne autour d'une enquête, et donc ça rend l'intrigue ultra captivante. Perso, j'étais scotchée à ce livre tout du long. Et puis pour les besoins de l'enquête, Ophélie utilise un peu plus ses pouvoirs, notamment de liseuse d'objets, et vraiment j'aime beaucoup son pouvoir qui est vraiment passionnant, et c'était vraiment chouette du coup d'en découvrir plus sur son pouvoir qu'on voyait qu'on mentionnait plus qu'autre chose dans le tome précédent. D'ailleurs, une chose qui vaut aussi pour le tome 1, l'écriture de Christelle Dabos nous emporte vraiment, ça se lit très bien, même pour ceux qui ne sont pas adeptes de fantasy, donc vraiment trop chouette. Quand j'ai fini le tome 2 en un rien de temps, j'ai direct foncé me procurer le tome suivant, La mémoire de Babel. Plus de 2 ans se sont écoulés entre les événements du tome précédent et celui-ci, et Ophélie est revenue sur son arche natale, Anima, se morfondant sans la moindre nouvelle de Thorn,
jusqu'au jour où elle décide qu'il est grand temps d'agir. Ophélie se rend alors à Babel, une arche cosmopolite et très moderne. Elle prend une fausse identité et essaie de s'intégrer en essayant d'y monter les échelons petit à petit pour avoir accès à la mémoire de Babel et tout ce qu'elle veut savoir sur Dieu et la déchirure. C'était un tome très dense, mais j'avais beaucoup aimé. Pas autant que les 2 premiers tomes, mais j'étais intriguée par ce que l'autrice nous proposait. L'une des choses que j'avais adoré, c'est l'ajout du point de vue de Victoire, la fille de Bérénice. Je l'ai trouvé très bien fait dans le ton et tout, et surtout ça nous permettait de garder un œil sur les personnages auxquels on s'est tant attaché dans les tomes précédents. Parce que c'est là le côté frustrant de ce tome. Ophélie est livrée à elle-même sur une arche dont elle ignore tout et ne connaît personne. Il y a vraiment une déchirure entre le tome 2 et le tome 3. Tout ce que l'autrice nous a appris sur le pôle, tous les personnages qu'on a appris à connaître, tout ce qu'on a tant aimé dans la passe miroir, faut mettre tout ça de côté, enfin quasiment, pour tout recommencer sur une nouvelle arche. C'est un peu une façon de nous faire ressentir la même chose qu'Ophélie ressent, elle aussi dépourvue face à ce nouvel endroit et son fonctionnement. En cela, c'est réussi. Mais j'ai trouvé ça assez décevant qu'Ophélie redevienne l'Ophélie du tome 1, même si là, c'est par stratégie et c'est son propre choix. J'ai trouvé dommage en fait qu'à nouveau, elle cache son identité, qu'elle mette de côté qui elle est vraiment et ce pourquoi j'avais tant aimé le tome 2. Mais enfin bon, la fin du tome 3 m'a tout de même fait trépigner d'impatience de découvrir le 4e et dernier tome de la saga. La tempête des échos vient clore cette saga. Les arches sont au bord de l'effondrement, Ophélie et Tante se lancent tous deux à la poursuite de l'autre et espèrent trouver les réponses qu'ils cherchent pour éviter le chaos. Alors désolée si mon résumé est très court, ce tome est pourtant très loin de l'être, mais c'est que c'est le tome avec lequel j'ai eu le plus de mal. Et à l'époque, j'avais pas mal échangé à ce sujet avec des copines, comme sur Insta. Et dans l'ensemble, on tombait souvent d'accord. C'est un tome très 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 riche, peut-être trop en fait, où on essaie de boucler toutes les boucles. Ce qui fait que du coup, l'intrigue devient de plus en plus dure pour les lectrices à suivre. Avec le recul, je trouve ce dernier tome plus cohérent qu'il me l'avait paru en fait à l'époque de ma lecture, mais il faut pas oublier le plaisir de lecture et le fait est que c'était très ardu de finir ce tome. J'ai en général pas trop de mal à abandonner un livre, mais là je voulais vraiment connaître le dénouement de l'histoire et puis surtout c'était le dernier tome d'une saga, je trouve c'est un peu dommage de pas terminer la saga. Je me suis donc accrochée et j'ai eu mes réponses, mais j'ai pas ressenti le même plaisir de lecture que dans les premiers tomes. Malgré ça, je continue de conseiller autour de moi cette saga parce que l'univers, les personnages qu'on découvre, la romance aussi, j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est en toile de fond disons, mais elle est très bien réussie et moi je la trouve très 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 chouette. Tout ça fait que cette saga mérite d'être lue encore pendant des années et oui, les futures lectrices vont se tirer les cheveux en lisant le dernier tome, mais ça reste une saga qui m'a fait rêver. Et puis ça m'a pas empêché de sauter sur la bande dessinée qui vient de sortir. Parce que je me dis que c'est une autre façon de découvrir l'histoire et ça peut être vraiment chouette de voir comment l'illustratrice a imaginé les lieux, les personnages et tout cet univers. Alors au départ, je voulais vraiment la dévorer en 2-2 pour vous en donner un avis complet, mais je ne l'ai pas encore fini, je la savoure, désolée. Pour autant, je peux déjà vous dire que cette adaptation, pour ce que j'en ai lu jusqu'ici, est assez fidèle au livre original. D'ailleurs, la bande dessinée est bien épaisse et pèse son poids. On a droit à plus de 270 pages. Pour un graphique, c'est pas mal. C'est un relié avec un joli tranche-fil bleu et la couverture est juste magnifique avec une illustration montrant le traîneau de Thorn avec Ophélie à l'arrière se dirigeant droit vers la citatielle. Vu qu'ils ont quand même pas mal repris des teintes bleues, clin d'œil à la couverture bleue du brochet, je me dis qu'il y a des chances que celui du tome 2 sera jaune, le 3 vert et le 4 rouge. Enfin, on verra ça. L'une des illustrations que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux avant sa sortie et qui avait fini de me convaincre que je l'achèterais sans tarder, c'est la carte. On la retrouve sur les pages de garde de début et de fin et elle est juste trop bien faite. D'ailleurs, on entrevoit une autre version au début de l'histoire. Et j'ai un vrai faible pour les cartes dans les romans de fantasy. Et comme la passe miroir a un univers assez particulier, la carte en est d'autant plus chouette encore. On y voit toutes les arches, et bien entendu Anima, le pôle, Babel, et en retrait Arcanter, avec au centre le noyau du monde.
Même si vous ne craquez pas pour la BD, allez voir le compte Instagram de Vanida, l'illustratrice, ou de Christelle Dabos, je crois qu'elle est liée aussi. Vous pourrez voir cette super carte. La BD est ensuite introduite en fait par la même bribe qui ouvre le brochet original pour poser un peu les choses et ensuite on plonge dans l'univers illustré de la passe miroir. Et j'aime vraiment bien le style de l'illustratrice. D'habitude, j'ai un peu de mal quand on met un visage sur des personnages que j'ai imaginés, et là je suis assez d'accord avec l'apparence des protagonistes, à ceci près que j'imaginais Thorn brun, mais c'est un détail. Et il y a un truc que je trouve extrêmement chouette, c'est que comme on est du point de vue d'Ophélie, les bulles où parlent les personnages qui vivent au pôle depuis toujours ont une police différente que quand c'est Ophélie ou sa marraine qui parle. Ils ont mis une police en fait avec des caractères nordiques, surtout le haut barré vous voyez, pour montrer une différence d'accent et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je n'ai rien de négatif à dire sur cette adaptation en bande dessinée parce que déjà j'ai pas fini de la découvrir, mais surtout parce qu'elle correspond plus ou moins en fait à ce que j'imaginais déjà de l'univers. Perso, qu'on s'écarte ou non de l'œuvre originale, je trouve ça intéressant dans les deux cas. Ici, cela semble parti pour être très fidèle et j'ai tout simplement hâte de reprendre ma lecture. Voilà, cet épisode dédié à la passe miroir touche à sa fin. Je vous partagerai un avis plus global sur mon Insta quand j'aurai terminé de lire la bande dessinée. En attendant, moi je vous souhaite de chouettes lectures et à très bientôt.